Un des piliers de l'intelligentsia française, membre de l'Académie française Pierre Nora, c'est un honneur de vous recevoir aujourd'hui. Vous publiez Jeunesse chez Gallimard, une maison que vous connaissez quoi depuis combien? 50 ans, Gallimard? 55. 55 ans. Oui. On dit que vous êtes le roi des lettres de refus. Ça veut dire quoi? Je suis aussi le roi des lettres d'acceptation de manuscrits, parce que j'en ai publié plus de 1000. Oui, 55 ans chez Gallimard. La politesse de l'intelligence, a dit de vous, Régis Debray. Ah bon? Eh bien, Oui. écoutez, je suis ravi, c'est très gentil de sa part. Ça veut dire qu'au fond, votre vie, c'est quoi, Pierre Nora? Aux autres de le dire. Oui, Pas un moi. destin qui finalement se croise. On va en parler parce que vous nous racontez la guerre, vous nous racontez l'aventure intellectuelle du siècle, on va le dire d'une certaine façon. C'est au fond, c'est quoi l'engagement? Personnellement, j'ai plutôt lutté contre l'intellectuel dit engagé. Maintenant, il y a moins d'intellectuels et il y a plus d'engagement. Mais moi, j'avais lutté contre l'idée de l'intellectuel engagé de la génération marxiste et sartrienne. Et pour dégager l'autonomie d'une activité intellectuelle qui ne sert aucun intérêt politique, religieux, qui n'est d'aucune forme de militance. Voilà. Oui, mais alors c'est quoi, j'en reviens là-dessus, c'est quoi l'engagement? D'une certaine façon, c'est Le mien était de la défense d'un certain type de culture française, je dirais qui probablement combinait plusieurs choses, combinait une sorte de fidélité à la tradition des humanités et donc de fidélité à une forme de langue et d'expression, d'autre part une forme non pas d'engagement politique, mais de rapport au civisme, si j'ose dire, à la cité, d'intérêt pour le commun, pour la République au sens large du mot, et puis pour ma génération, certainement, l'incorporation à leur raisonnement des savoirs positifs des sciences humaines qui étaient en pleine expansion, l'économie, la linguistique, l'anthropologie, la psychologie, la psychanalyse, etc., Oui. etc., qui faisaient que c'était moins son opinion personnelle, moi je pense ça, que de l'analyse, du raisonnement, en fonction de toutes les données qu'on pouvait avoir. Oui, oui. Ce qui vous agace aujourd'hui, c'est ça, au fond, Pierre Nora. Ce qui m'agace, Oui. c'est certainement la victoire de l'émotion sur la connaissance, de l'indignation sur la révolte vraie, ou sur même la révolution. Ce qui m'agace, ça m'agace pas, ça m'effraie plus ou moins. C'est l'expansion de radicalité de toute nature qui empêche le débat, le dialogue et la vie civique. Oui, vous avez inventé les lieux de mémoire. Cette radicalité des mémoires aussi Écoutez, vous donne envie de réagir, au fond. Cette concurrence des mémoires. Écoutez, là, en deux mots, je vais essayer d'être clair. Au temps où j'ai commencé à travailler sur la mémoire, les mémoires étaient une explosion libératrice et la récupération de leur propre histoire par des minorités. Les femmes, les minorités religieuses, les minorités provinciales, les minorités ouvrières, etc., etc. Les gays, les minorités sexuelles. Et puis, en ce sens, ça a été un formidable mouvement émancipateur. Mais les choses se gâtent quand ces mémoires, si j'ose dire, exagèrent et de modestes revendications deviennent des causes tyranniques. Et je prends l'exemple de la mémoire coloniale, Oui. la dernière des venues des explosions de mémoire, vers la fin du siècle dernier. Et ces mémoires coloniales, vraies ou retrouvées, ou fantasmées, mais en tous les cas vécues par ceux qui les revendiquaient, c'est très bien si ça ouvre la curiosité nationale à l'ensemble de cette colonisation. Mais si la colonisation
devient à ce point revendicatrice et accusatrice de l'histoire coloniale, et qu'elle réinterprète la totalité de l'histoire nationale à travers son propre point de vue, alors non, ça va trop loin. Vous avez, pendant 40 ans, dirigé Le Débat, une revue absolument incroyable. Qu'est-ce qui explique, par exemple, que Pierre Bourdieu ne vous aimait pas du tout ? Parce qu'il considérait que je n'étais pas un pur clerc, au sens du clergé, et que j'étais j'étais un mondain intellectuel. Voilà. D'ailleurs, il m'appelait l'arbitre des élégances. Donc, oui. Et pourquoi ? Parce que je crois qu'il y avait un peu je n'ose pas dire de jalousie, parce qu'intellectuellement, c'était pas ça, mais par rapport à la position que j'occupais chez Gallimard, le sentiment que Le Débat mélangeait ce qui était pour lui la science et ce qu'il appelait l'opinion, la doxa, si vous voulez, en latin. La doxa, ça veut dire l'opinion générale par rapport à ce qu'il considérait comme la science. Et au fond, ce qu'il n'aimait pas dans le débat, c'est qu'à son idée, ça mélangeait les deux et ça trahissait la pureté scientifique que lui était censé représenter. Oui. La fin de cette revue Le Débat, c'est significatif aussi de quelque chose qui n'est plus peut-être. Oui, c'est certainement significatif de ce qu'on vient de dire sur la montée des radicalités, sur la difficulté du débat, ou avec un petit d, et sur la disparition d'un certain type de culture que représentait Le Débat avec quelques autres revues qui survivent, car je ne donne pas cher de ce type de revue intellectuelle, hélas. Voilà, je l'ai fait pendant 40 ans. Nous l'avons fait avec Marcel Gauchet pendant 40 ans et avec l'aide de Christophe Pomian, qui participait à l'aventure. Écoutez, Gauchet ne voulait pas la faire seul, il me l'a dit les yeux dans les yeux. Il n'en avait pas d'ailleurs les moyens. C'est pas une revue qu'on fait seul. Il faut discuter en permanence. C'est un laboratoire. Oui. Comme son nom l'indique, un débat. Oui, absolument, un débat. Je comprends qu'après avoir fait, c'est plutôt sympathique, pendant 40 ans, cette revue quotidiennement, si j'ose dire, ou tous les 2 mois, si on préfère, avec moi, il n'ait pas eu envie de continuer et il n'ait pas trouvé la personne avec laquelle il se sentait assez en accord pour continuer. Ouais, voilà. Oui, ce livre s'appelle Jeunesse. Oui. Et ce sont des souvenirs, c'est pas un livre de mémoire, parce que vous picorez des souvenirs qui sont absolument incroyables, formidables. On peut pas en parler de tous, il faut lire ce livre. Pierre Nora, la guerre, c'est vrai que Pétain, à Grenoble un jour, place de Verdun, vient vous caresser la joue un jour, avant de vous envoyer un petit mot. Oui, c'est une petite anecdote par rapport à ce qu'a été la guerre, c'est-à-dire, en gros, le Vercors, pendant un an, et la fuite. Non, ça se passait à Grenoble, j'étais en 6e, et effectivement, mon professeur, c'était au moment du premier voyage de Pétain en province, où on lui avait dit que l'atmosphère commençait à mal tourner. Il avait choisi Grenoble pour commencer, il avait fait son discours de la place de Verdun, et il était descendu ensuite faire le tour de la place. Or, moi, j'avais pas eu envie d'y aller, ma mère refusait absolument que j'y aille, mais mes 2 frères insistaient pour que j'y aille, en disant que c'était pas la peine de nous faire remarquer comme juifs, et que je n'avais qu'à y aller. J'y suis allé, et dans ce bain de foule
sur la place, poussé sur l'immeuble, le mur. J'étais plus petit que les autres. J'ai eu une espèce d'angoisse, d'étouffement. Et donc j'ai un peu hurlé. On m'a dégagé. J'étais au premier rang, juste au moment où j'allais dire De Gaulle, où Pétain, ayant fait son discours, fait le tour de la place à pied et aperçoit un jeune garçon qui a l'air presque en extase. Donc il s'approche et effectivement, il me tapote la main, je ne sais plus ce qu'il m'a dit, mais le lendemain, quand on est arrivé en classe, notre professeur nous a dit, prenez une copie et dites vos impressions de la visite du maréchal Pétain. La plupart n'avaient probablement pas grand-chose à dire. Moi, j'avais quelque chose à dire. Je l'ai donc raconté et ma copie est partie à Vichy, d'où elle est revenue à noter de la main de Pétain. Continue mon petit, bravo. Et il ne devait pas savoir à qui il s'adressait exactement. Oui, votre père porte l'étoile jaune. Oui. C'est un grand chirurgien. Oui. Votre famille va devoir se cacher. Bien sûr. Vous allez affronter des rafles terribles. Hein, et vous allez assister à la mort terrible de paysans. Oui, bien sûr. Écoutez, à l'attaque. Non, écoutez, je résume en 2 mots, et je m'empresse de dire pour commencer que ma famille a eu beaucoup de chance, puisqu'elle s'est tirée de cette affaire indemne pour le petit noyau de la famille, parce que la sœur de mon père a été déportée et n'est pas revenue. Mais mon père est resté à Paris, chef de service à l'hôpital Rothschild, qui était à l'époque le déversoir et le dépotoir de Drancy. Donc les conditions, comme vous pouvez l'imaginer, de cet hôpital étaient très compliquées. Et il était à l'intérieur de cet hôpital, dans un réseau de résistance qui faisait ce qu'il pouvait pour épargner les malades et les faire quelquefois fuir, etc. Mais c'est quand même une aventure très complexe que je raconte. Et nous étions à Grenoble jusqu'en 1943, quand les Allemands ont envahi la zone dite sud, la zone dite libre, et à ce moment-là, d'ailleurs, on réquisitionné l'immeuble du Courbéria, que vous connaissez peut-être puisque vous connaissez Grenoble, m'avez-vous dit. Et là, nous sommes restés à Villard-de-Lans, où j'ai été en pension, et où, effectivement, vous avez raison de dire que j'ai échappé à pas une rafle, mais une montée de la Gestapo pour venir me chercher. Alors, pourquoi il savait que j'étais là, c'est un peu compliqué à vous expliquer. C'est une lettre de ma charmante mère qui avait écrit écrivez-moi sous mon faux nom qu'elle donnait, Julie Noireau, parce que sinon ce serait trop dangereux. Elle signait de son propre nom. Alors évidemment, c'était pas très difficile de le retrouver. Et les Allemands sont effectivement venus me chercher dans cette pension, d'où le directeur, à qui je dois la vie, m'a fait sortir par une fenêtre qui donnait sur un auvent. C'était dans la nuit, la neige vers le mois de janvier 1944. Et j'ai pu m'échapper et aller me réfugier, en effet, dans un centre de maquisards, dont mon frère aîné, qui était durant le maquis, m'avait donné l'adresse au cas où il se passerait quelque chose. Alors oui, après, pendant quelques semaines, le Vercors s'est déclaré république libre, territoire libéré. Et en fait, c'est une histoire très compliquée. On ne sait pas très bien d'où est venu de Londres l'ordre de mobilisation. Et là, les Allemands ont attaqué pendant 3 jours le Vercors. D'ailleurs, quand je dis les Allemands, en fait, c'était les Ukrainiens de l'armée Vlasov, qui n'étaient pas des doux. Parmi les plus terribles. Hein.
Oui. parmi les plus terribles, et qui étaient les hommes d'attaque, si j'ose dire, de fort, et qui égorgeaient, étranglaient les gens avec leurs petits poignards. Ça vous a marqué, Pierre Comment Nora. est-ce que ça vous... Toute votre vie, vous dites dans ce livre. Hein. Mais, c'est-à-dire d'avoir vécu toute cette période dont je ne fais que évoquer certains moments, ça marque beaucoup. Et c'est en fait ça, l'ordre dans lequel j'ai voulu travailler, c'est de prendre les gros blocs d'existence qui m'avaient fait ce que je suis. La guerre, incontestablement. Les études dans les années 50 au quartier latin, à côté de Derrida, avec des professeurs aujourd'hui un peu inconnus comme Jean Beaufray, mais qui étaient de véritables badonnes, si j'ose dire. Et ensuite, un milieu familial effervescent, où peut-être l'attirance de mes deux frères, en particulier mon aîné, donc qui va être proche de Mendès France, haut fonctionnaire. Qui a été haut fonctionnaire de l'État, et très proche collaborateur de Mendès France, qui venait à la maison avec sa femme souvent, et ce monde de la libération qui était vraiment explosif de libération. Hommes, femmes, rencontres les uns les autres, les jeunes Merleau-Ponty, les jeunes Lacan, les jeunes Roger Vaillant, ces écrivains, ces philosophes, ces psychanalystes, etc., tous, au fond, appelés à devenir des célébrités, d'une certaine façon, et qui, à l'époque, ne l'étaient pas encore. Et pour un jeune garçon qui avait donc, après la guerre, 14 ans, c'est une espèce de formation intellectuelle extraordinaire aussi. Voilà, alors de fil en fil, il y a d'autres choses après, en particulier mon initiation amoureuse, si j'ose dire, avec une femme tellement romanesque. Incroyable, romanesque, hein. Difficile à expliquer, mais qui est très beau, en fait. Tout ça fait un ensemble qu'on appelait autrefois le roman d'apprentissage. C'est-à-dire, qu'est-ce qui vous forme pour la vie ce que vous êtes? Eh bien, là aussi, l'histoire, à ce moment-là, était en train de changer. Et au fond, par rapport à une histoire purement classique, diplomatique, militaire, les causes, les effets, les conséquences, etc., l'histoire s'est nourrie de toutes les sciences humaines en pleine effervescence et est devenue, à travers ce qu'on a appelé l'école des annales de Marc Bloch et de Lucien Febvre, une histoire à grands poumons, si j'ose dire, une histoire globale, une histoire de tous les points de vue possibles et imaginables. Je pense que quelqu'un comme moi, qui était un peu attiré par tout, a trouvé dans ce type d'histoire quelque chose de fédérateur, si vous voulez. Oui, une sorte, alors, le mot roman national, comment vous le voyez, ce mot? Écoutez, c'est très simple. On m'en dit l'inventeur en France. Je l'accepte parce que c'est vrai, mais dans des circonstances extrêmement précises. J'ai écrit un premier grand article sur Ernest Lavis. Ernest Lavis, c'est le grand historien qui, à la fin du siècle dernier et au début de celui-ci, du 19e, je veux dire, au début du 20e, pardon, a été l'homme qui, d'un côté, a écrit tous les manuels élémentaires qui ont eu presque un monopole. N'exagérons pas, il y avait les manuels religieux, l'autre part, avant la guerre de 14, 15 ou 20 millions d'exemplaires, et en même temps a été le directeur d'une très grande histoire de France en 27 volumes, dont le dernier a paru en 1923-20, et qui ont été la standard un peu de l'histoire, voilà. Alors, c'est un livre encore remarquable, d'ailleurs, dont il a écrit lui-même le Louis XIV en 2 volumes, qui est un très beau volume. Et
j'ai fait un long article sur lui, à la fois sur les petits manuels et sur la grande histoire de France. Et j'ai dit qu'il avait établi le roman national auquel, etc. Alors c'est devenu standard, si vous voulez. C'est une expression qui caractérisait un type d'histoire. Et en effet, l'histoire de la Vis est orientée depuis le début par l'idée que toute l'histoire finit par arriver à la République, d'une part, et que c'est une histoire réconciliatrice, d'une certaine façon, de la France républicaine et révolutionnaire avec la France d'Ancien Régime. Et donc, les bons rois, il en établit les méchants, il écrit le roman national. Oui. Voilà. Ouais. Et j'explique ensuite, c'est fini ce roman national. C'est pas ceux qui se réclament. Je dis toujours, c'est pas de les romans pour eux, c'est de la romance. Le roman national supposait une fin heureuse, et on ne peut pas en avoir aujourd'hui. Elle supposait une histoire commune, et l'histoire a beaucoup éclaté à beaucoup d'égards. Elle supposait peut-être un ennemi pour se définir, c'est-à-dire l'Allemagne. Nous avons beaucoup d'ennemis, mais ils sont très différents, et l'Europe change la donne aussi. Donc, à beaucoup d'égards, il n'y a plus de roman national. Oui. Votre frère n'était pas content que vous rentriez à l'Académie française? Non. Il était de ceux qui trouvaient l'Académie française ridicule, il n'est pas le seul, il y a beaucoup de gens pour ça. D'autre part, il trouvait que l'éthique de la famille, ce besoin de réserve, de distance, de critique, n'était pas convenable, n'était pas compatible avec l'Académie française. Et autre chose, au fond, c'était son petit frère. Il y avait toujours... Je l'aime beaucoup, c'est mon père de substitution, j'ai pour lui presque un culte. Mais en même temps, je connais cet homme divisé lui-même, et dont un côté était très officiel, il est un inspecteur général des finances, président de la Légion d'honneur, voilà, et de l'autre, une sorte de rebelle rentré, d'homme beaucoup plus autonome, à qui justement la période 68 tarde a donné d'autres orientations à beaucoup d'égards, et qui trouvait bizarre un peu que son petit frère fasse ce qu'il faut pour être candidat à l'Académie française. Merci beaucoup. Pierre Nora, Jeunesse, publié chez Gallimard. Ce livre est absolument formidable. Merci beaucoup, Pierre Nora. Merci à vous.